Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. C'est possible d'écouter les programmes de Studio Tamani par téléphone gratuitement en appelant le 37 321 et vous étiez 7 millions de personnes à appeler au cours du mois de juin. Merci de votre fidélité. Au cours du forum de la presse de ce soir, nous allons parler de 4 sujets principaux qui relèvent du domaine de la sécurité, de la justice, du sport et de l'économie. Et nous avons 3 invités, Ibrahim Koulibaly d'IC de la Nouvelle Tribune, Amadou Diallo, journaliste indépendant et Hassan Kone de NotreNation.com. Je suis Mohamedou Touré. Chers invités, auditeurs et téléspectateurs, bonsoir à tous et bienvenue. Le Grand Dialogue. Sécurité d'abord, la récente attaque enregistrée dans la région de Ménaka fait état d'un bilan de 7 civils tués. Monsieur Diallo, quelle analyse faites-vous de l'évolution de la situation sécuritaire du Mali ? Je dis, avant de répondre à votre question, je vais d'abord profiter pour saluer tout le monde, tous ceux qui nous regardent et tous ceux qui nous écoutent sur Studio Tamani et les radios partenaires. Et en même temps, profiter, saluer Studio Tamani elle-même qui nous donne l'opportunité de s'exprimer par rapport au sujet qui concerne le Mali et autres. Pour la question que vous me posez là, je vais rappeler que ce n'est pas seulement Ménaka. Même hier soir, il y a eu à Djoura c'est Djoumana. Voilà, dans le cercle de Djema, il y a eu une attaque qui n'a pas fait certes de victimes, mais qui a fait des dégâts matériels. Et une femme qui a été blessée à la cuisse. Bon, c'est pour dire que la situation sécuritaire n'est pas... il n'y a pas de risque zéro en matière de sécurité. Dans tous les pays du monde, il y a toujours des escarmouches. On dit, aux États-Unis, c'est le pays où il y a le plus grand crimes par seconde et par minute dans ce pays. Mais n'empêche que ce pays bouge énormément. C'est comme ça. C'est-à-dire que quand ça bouge, évidemment, il y a pas, tout le monde n'a pas la même intention. Hein. Il y en a aussi qui vivent des crimes. Voilà. Sinon, il n'y aura pas de prison, il n'y aura pas de juge, il n'y aura pas d'avocat. Donc, c'est pour dire que c'est... Moi, je pense que c'est vrai. Cette situation est-elle normale? Oui, je dis que ce n'est pas normal, mais ce n'est pas non plus aussi alarmant, surtout qu'on est dans un pays qui, depuis 2012, est dans cette situation. Depuis 2012, on vit pratiquement une situation de guerre. Même si on ne peut pas reconnaître officiellement qu'on est en guerre, évidemment, on est en guerre. On est en guerre contre les indépendantistes. On était en guerre contre les indépendantistes du MNLA. Aujourd'hui, c'est greffé d'autres acteurs qui ne sont pas, dont les visages n'ont pas été encore identifiés clairement, parce qu'on se bat contre un ennemi invisible. Et là, c'est très compliqué à régler. Donc, moi, je pense que on va continuer toujours à maintenir la même surveillance et les mêmes veilles, mais ne pas aussi donner l'impression que le Mali, on ne vit pas au Mali. Voilà. On ne va pas faire plaisir à nos ennemis. Hassan Kone, partagez-vous l'analyse de Diallo qui pense que la situation n'est pas alarmante? Ah non, la situation est extrêmement alarmante de mon point de vue, parce qu'on ne saurait comparer la situation que vit le peuple malien à l'insécurité qu'on vit en Europe ou aux États-Unis. Parce qu'ici, on fait face à une insécurité particulière qui n'est pas de l'ordre de l'insécurité habituelle. Et il est clair qu'il va falloir que l'État se resserre les coudes pour faire face à cette situation, parce que le pays c'est vrai, la population doit s'habituer aujourd'hui à vivre dans ces conditions d'insécurité, mais en même temps, il y a énormément d'exigences par rapport à nos autorités, parce que le problème, c'est quoi? Il faut que les autorités arrivent à donner l'espoir au peuple malien que nous allons sortir de cette situation. Mais malheureusement, c'est ce qu'on n'arrive pas à voir. On n'arrive pas à avoir ce bout d'espoir qui nous montre qu'on va sortir de la situation. Bon, c'est vrai, tantôt on a parlé de la loi de programmation militaire, la loi de programmation de la sécurité, mais on se pose des questions. Toutes ces lois existent et il y a des ressources qui sont mises en œuvre. Mais on compte sur le résultat. Il faut qu'on atteigne ce résultat rapidement. Sinon, la situation est très grave. Ibrahim Koulibaly, va-t-on sortir de cette situation? Bon, gardons toujours espoir, quand bien même que la situation est très critique. Gardons espoir. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a une confusion très grave.
En pareille circonstance, il y a ce qu'on appelle les mesures structurelles et les mesures conjoncturelles. Donc il faut savoir faire la jonction entre le structurel et le conjoncturel. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, tout de suite, l'armée malienne n'a pas les moyens de faire face à cette situation, vu l'étendue du territoire. Ce que les gens oublient, le Mali est très vaste. Et vu l'état de notre armée, c'est difficile de faire face tout de suite à cette situation. Mais quelle est la mesure d'urgence prise par les plus hautes autorités qui puissent mettre en confiance les populations? C'est là où je rejoins Hassan. C'est vrai, la situation est critique, mais quelle lisibilité aujourd'hui? Faisons des mesures d'urgence mises en place par les plus hautes autorités pour atténuer un peu ce qui se passe. Un. De deux, une autre analyse de cette situation. Si vous voyez un peu, il fut un moment, c'était uniquement le centre. Maintenant, on retourne au nord et on vient un peu dans la région de Caille. Donc, j'ai l'impression que ceux qui sont au cœur de ces crimes sont très organisés. Donc, il faut jouer à la diversion. Au moment où on commence à se concentrer sur le centre, ils retournent au nord. Et après, ils vont de l'autre côté. C'est pour jouer à la diversion. Donc tout ça, ça montre la difficulté pour les plus hautes autorités de faire face à cette situation, tellement le pays est vaste. Parce que moi, je pense que ça, c'est une donnée que beaucoup de Maliens ne maîtrisent pas. Donc aujourd'hui, est-ce que le dispositif sécuritaire couvre l'ensemble du pays? Non. Le Mali n'a pas ce moyen-là pour l'instant. Mais comme je le dis, à situation exceptionnelle, il faut des mesures exceptionnelles. Donc moi, je pense que les plus hautes autorités, à défaut de pouvoir faire face à l'ensemble, à long terme, tout de suite, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les mesures envisageables qui peuvent redonner confiance aux populations, en tout cas pour atténuer les attaques? D'accord. Parmi les mesures exceptionnelles, on peut citer la présence des forces étrangères dans ce pays. Et c'est dans ce contexte qu'on apprend que l'Union européenne met 90 milliards de francs CFA, plus de 90 milliards, dans la cagnotte pour le fonctionnement du G5 Sahel. Et nous allons écouter Arkia Touré qui va nous faire le point sur ce don de l'Union européenne. Cette rencontre a enregistré la participation des ministres des Affaires étrangères des pays membres du G5 Sahel, dont le ministre malien Tcheblin Dramé. La nouvelle contribution de l'Union européenne de 138 millions d'euros, soit plus de 90 milliards de francs CFA, devrait permettre à la force de mener à bien sa lutte contre les djihadistes dans le Sahel. Cette aide s'ajoute à d'autres contributions déjà acquises, précise Federica Mogherini, haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères. Au cours de cette 5e réunion interministérielle, l'urgence du démantèlement et du désarmement des milices a été soulignée par les différentes parties. Les participants appellent à une réaction déterminée et concertée des pays concernés et leurs partenaires. Selon un communiqué à l'issue de cette réunion, l'UE et le G5 Sahel ont réaffirmé leur détermination à œuvrer pour l'opérationnalisation de la force conjointe, y compris sa composante police, et la mise en œuvre des cadres de conformité des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Pour rappel, les besoins de la force G5 Sahel ont été évalués à 250 millions d'euros pour sa mise en place. Cette aide s'ajoute à celle déjà annoncée des partenaires réunis au sein de la coalition Sahel, notamment des enveloppes de 50 millions d'euros de l'UE et de 60 millions de dollars des États-Unis. D'accord. Ibrahim Koulibaly, il y a quelques mois, la force G5 Sahel disait être confrontée à un problème de financement. Alors, qu'est-ce que ces 90 milliards vont changer, selon vous? Bon, pour moi, gardons toujours espoir. Moi, je pense que ça, moi, j'appelle ça l'économie de la guerre. Parce que, franchement, aujourd'hui, moi, je pense que c'est vrai, le Mali a besoin de beaucoup de moyens pour faire face à cette situation. Mais aujourd'hui, c'est le monde entier qui est présent au Mali. Mais malgré tout, les massacres continuent. Donc, posons-nous les vraies questions. Ces milliards vont servir à quoi si ces gens n'ont pas une réaction pour faire face à cette situation? À quoi sert bon d'inonder le pays d'argent, quand bien même que tous ces pays, toutes ces puissances sont là, mais malgré tout, on n'arrive pas, en tout cas, non seulement à prévenir, même à riposter après, parce que ces gens-là, ils viennent, ils font des massacres, ils s'en vont. Donc, franchement, moi, je pense que, posons-nous les bonnes questions, ce n'est pas une question de milliards déversés dans la cagnotte du Mali. Moi, je pense tout simplement que ce soit le G5 Sahel, que ce soit Barkhane, que ce soit MINUSMA, moi, je pense que nous devons revoir le mandat,
Nous saluons leur présence, parce que ça aussi, je ne suis pas dans ce débat des gens qui pensent qu'ils sont inutiles. Non. Ils sont là, ils jouent un rôle important. Mais ce rôle peut être beaucoup plus important pour faire face à un certain nombre de situations, en tout cas pour atténuer tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc moi, je réfléchis en ces termes-là. Je ne réfléchis pas en termes de millions de dollars déversés. Non, parce que pour moi, depuis qu'ils sont là, ça fait des années, combien de sous, en tout cas, ont été investis au Mali pour quel résultat? Aujourd'hui, le G5 Sahel, qu'on a considéré comme une force capable de faire face, en tout cas, à la menace terroriste, cette force a de la peine à se mettre en place. C'est vrai, il y avait un problème de sous. On vient de faire des annonces. Mais il faut faire la différence entre les intentions de financement et le financement réel. Donc, tant que ces sous n'auront pas été versés, en tout cas dans la cagnotte, moi, je les considère comme des intentions. Et puis, aujourd'hui, le G5 en tant que tel a même de la difficulté à trouver un siège. Le G5 Sahel, en fait, finalement, c'est quoi? Est-ce que c'est une structure d'analyse, en tout cas de réflexion par rapport à la situation, ou bien c'est une structure de combat pour faire face à la situation? Donc, vraiment, moi, je pense qu'il y a des flous qu'il va falloir lever et que les populations soient en phase avec cette structure. Sinon, tant que cette structure n'est pas intégrée au niveau de la population, moi, je pense qu'elle aura du mal à accomplir sa mission. Dernier mot. Aujourd'hui, le G5 Sahel est commandé par qui? Moi, j'aurais voulu. On a relevé, en tout cas, un Malien qui était à la tête. J'aurais souhaité qu'on mette peut-être un Burkinabé, un Tchadien, en tout cas, une nationalité qui est directement touchée par le conflit. Mais on va mettre une nationalité dont il n'y a rien chez eux. Ils ne sont pas concernés. C'est vrai qu'ils sont dans le champ, mais ils ne sont pas touchés par les actions. Donc franchement, moi je pense qu'il faut sortir des complaisances diplomatiques. Nous sommes dans une situation extrêmement difficile et il faut gérer les choses comme telles. Merci. M. Diallo, est-ce que vous pensez que cette somme va changer quelque chose dans le quotidien des Maliens en termes de sécurité? Bon, ici il dit tant d'argent pour quel résultat? Je vais commencer par là pour dire que moi d'abord, pour tout dire, moi je suis d'abord franchement contre G5 Sahel. Depuis le départ, j'ai dit G5 Sahel, ça ne résout pas notre problème. Et je suis convaincu que ça ne résout pas notre problème. Vous savez, quand j'étais en train de faire des recherches sur la thématique, je suis tombé sur une déclaration de Guterres au Kenya. Il dit, si vous permettez, je vais juste lire un peu la partie. Il dit au Mali, ça a commencé au Mali, puis aller au Burkina, au Niger, et maintenant, quand on parle avec le président du Ghana, du Bénin, du Togo, de la RCI, ils vous disent que le terrorisme est devant les portes. Ça veut dire... Donc, en résumé, il dit, en résumé, maintenant, ce qu'il faut, parce que tous ces pays-là, il faut changer de fusil d'épaule, il faut changer de stratégie, et il propose de revoir les forces qui sont en charge de lutter contre le terrorisme. En fait, la problématique même, c'est ça. Est-ce qu'il y a du terrorisme au Mali et dans la sous-région? Et quelle est la motivation de ces terroristes? Quelles sont leurs motivations? Moi, je n'en vois pas. Pour dire tout simplement qu'il n'y a pas de terrorisme au Mali. Il n'y a pas de djihadisme au Mali. Il n'y a pas de terrorisme en Afrique occidentale, il n'y en a pas de djihadisme. Seulement, c'est des concepts qui ont été importés pour les besoins de la cause. Et regarde, la France, l'autre jour... Importés par qui? L'autre jour, on a découvert des armes françaises en Libye. Pourtant, elle a toujours dit non, on ne soutient pas Maréchal Haftar, mais on a découvert des armes. La France avait une base à Madama, c'est à la frontière Niger-Libye. Libye qui est un pays de no man's land aujourd'hui, il faut le reconnaître, et puis qui est en guerre. Alors, Madama, est-ce que Madama n'est pas un point de ravitaillement de l'armée française aux troupes de Haftar? Et France 24 de dire... Il y a eu des révélations comme quoi il y a des agents secrets français en Libye. Vous voyez, c'est-à-dire quand on met tout ça là, donc vous pensez que la France est derrière quand on met tout ça là de bout en Mali. bout, quand on met tout ça là de bout en bout, on se pose la question, qu'est-ce qui nous arrive? Ce qui nous arrive, c'est très simple à comprendre.
nous avons des richesses convoitées par ces puissances-là. Et on n'a pas les moyens de les exploiter. Et ils ont les moyens, mais ils veulent prendre le beurre et l'argent du beurre. Et ne rien nous laisser. Donc, ils nous importent, ils nous amènent ce genre de dérive. Pourtant, l'ambassadeur de la France au Mali, Joël Meyer, était l'invité spécial du Grand Dialogue il y a quelques jours. Il disait que la France n'a rien à exploiter au Mali et que la France était là pour soutenir le Mali. Est-ce que vous pensez que c'est une déclaration juste politique? Une déclaration pas juste. En 2002, les terroristes allemands libérés au Mali, ils ont été pris où? En Algérie. Plus tard, les otages de Areva ont été enlevés où? Au Niger. Ils ont été enlevés dans ces pays pour amener au Mali. Le fait que le président ATT ait pris part à cette discussion pour libérer ces gens-là, voilà comment le Mali s'est retrouvé dans cette situation. Et c'est Père Kamat qui a été pris, qui était venu pour les renseignements, parce qu'il s'est fait passer pour un otage. On l'a pris et Sarkozy est venu pour négocier la libération de Pierre Kamat. Il a été libéré contre des échanges de prisonniers. Quels prisonniers? Ceux-là qui sont en train de se battre aujourd'hui. C'est les Sanda Ould Bounama. Vous voyez, donc, ça dit que moi je me dis, la situation est très simple à comprendre. Nous sommes au centre d'une querelle géopolitique et géoéconomique internationale qui fait que nous sommes devenus des victimes d'un système dans lequel nous-mêmes, on ne sait même pas quel rôle on est en train de jouer. Lutter contre le terrorisme. Moi, je prends l'exemple sur en Afrique australe, sur la Somalie. Depuis combien de temps on est en Somalie? On se bat contre les terroristes. Depuis combien de temps les Nations Unies sont en train de se battre contre ces Somaliens? Mais est-ce qu'ils sont arrivés encore au bout? Tout ça dit que c'est des problèmes qui ont été créés de toutes pièces. Et nous, Africains, Maliens, qui ne poussent pas souvent l'analyse trop loin, donc on se fait prendre dans les pièges et sans pouvoir se défendre. C'est tout. D'accord. Hassan Koné, est-ce que vous partagez ce point de vue? Oui, bon, Diallo estime que c'est un problème qui est créé de toutes pièces, mais il faut qu'on admette que le problème existe. Maintenant qu'on l'appelle terrorisme, qu'on l'appelle djihadisme, qu'on appelle banditisme résiduel, le problème est là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour régler ce problème-là? Comme il l'a dit, les forces étrangères, oui, elles ont leur rôle à jouer. Mais personnellement, je crois que ceux qui sentent le problème sont ceux-là qui doivent s'organiser pour se défendre. Donc, oui à la MINUSMA, oui à Barkhane, oui au G5 Sahel, parce que là, c'est une organisation collective dans le Sahel pour défendre les pays du Sahel. Mais en même temps, il faut travailler sur la défense de chaque nation. D'accord, mais si les forces étrangères qui sont présentes pour aider le Mali à sortir de cette crise représentent des pays qui, selon Diallo, seraient derrière cette situation, est-ce que c'est facile de lutter contre l'insécurité? Bon, et là, vous posez un problème qui est très complexe. On suppose que seule la France a des troupes au nom de l'armée française sur nos différents territoires. Sinon, la MINUSMA est là au nom des Nations Unies. Maintenant, ce qu'on peut demander peut-être aux Nations Unies, c'est de muscler le mandat de la MINUSMA, ce qu'on n'arrive pas à faire depuis un certain temps. Mais moi, je me dis quand même leur présence est nécessaire parce que la présence est d'abord dissuasive. Ils font ce qu'ils peuvent faire, mais il faut qu'on continue à s'organiser au sein du G5 Sahel et au sein de nos différentes nations pour faire face aux problèmes. Renforçons cette solidarité dans la défense collective du Sahel à travers le G5 Sahel, qui n'est pas seulement militaire et sécuritaire en réalité, parce qu'il y a un volet développement, mais moi je pense que en plus du volet développement, il faut que le G5 Sahel travaille beaucoup plus sur le volet gouvernance. Parce qu'effectivement, ce volet gouvernance-là est ce volet qui nous a mis dans tout ce problème. Parce que nos États ont vécu une longue période de malgouvernance. D'ailleurs, on est en train de toujours vivre cette période de malgouvernance qui a créé des phénomènes d'injustice partout. Sinon, le phénomène aujourd'hui, il existe. On peut pas, par exemple, dans le centre du Mali, les gens sont en train de s'entretuer. Bon, c'est vrai, il y a des Peuls qui disent que ce n'est pas les Peuls, d'autres disent que ce n'est pas les Dogons. Mais récemment, avec la tournée du Premier ministre, il y a
un leader Dogon et un leader Peul qui ont reconnu effectivement qu'il y a un problème communautaire. Il faut qu'on l'admette et qu'on trouve une solution à ce problème-là. C'est sur ce problème communautaire que peut-être des éléments extérieurs se sont griffés et qui créent la zizanie entre les différentes communautés dans la zone. Mais le problème est réel. Est-ce que vous pensez que c'est un problème d'argent ou un problème de stratégie? Pour la défense? Oui. Bon, moi je pense qu'il y a les grands sécurocrates au niveau de l'État quand même, hein, ça c'est... Et ils peuvent parler de stratégie. Je ne dirais pas qu'on manque de stratégie, parce qu'il y a suffisamment d'individus qui sont formés, que ce soit au Mali, que ce soit à l'extérieur du Mali. Il y a des gens qui sont formés pour mener des stratégies dans ce domaine-là. Mais nous, nos pays, je pense qu'on a un problème d'argent. On a un problème d'argent. On a un problème, par exemple, si on prend le problème, le Mali doit avoir des troupes, équiper les troupes, les former, les préparer. Donc il y a un problème d'argent qui va toujours revenir sur la table. Est-ce qu'on a réellement un problème d'argent quand on voit que des Maliens dénoncent la présence des forces étrangères qui seraient là pour exploiter nos ressources qui sont... Oui, les Maliens dénoncent la présence des forces étrangères, c'est quoi? C'est comme Issé l'a dit. Ils sont là depuis quand? Et pour quel résultat? C'est parce qu'on ne voit pas le résultat qu'ils sont en train de produire, qu'on se pose des questions. Est-ce qu'ils sont vraiment là pour nous sécuriser? Ils sont souvent positionnés à 50 km des sites où on égorge des individus. Voilà, c'est pour cela que les gens dénoncent. Sinon, moi, je ne crois pas que les gens dénoncent pour le plaisir de dénoncer. Si vraiment ces forces étrangères produisaient des résultats depuis leur présence au Mali, personne n'allait dénoncer leur présence. Ici, vous avez parlé du problème de siège du G5 Sahel qui suscite des réactions. Est-ce que le G5 Sahel, selon vous, est utile aujourd'hui à Bamako? Le G5 Sahel, pour moi, ça dépend de ce qu'on veut en faire. C'est ce que je disais. Est-ce que c'est tout simplement un poste de commandement pour les stratégies et la communication, ou en tout cas c'est un poste en tout cas de comment dirais-je de combat, d'offensive sur le terrain. Et donc ça dépend de sa mission. Si c'est tout simplement un simple état-major d'analyse et de réflexion, le siège peut être n'importe où. Mais si réellement ça doit être comment dire un état-major de combat, moi je pense qu'il doit être beaucoup plus du foyer de tension. Moi je pense que de Bamako à Mopti, à Gao, et disons à Mopti, il y a suffisamment d'espace. Je pense qu'on parle de beaucoup de milliards, mais s'ils veulent vraiment un endroit, au lieu de venir vous implanter au beau milieu de la capitale, pourquoi ne pas trouver un espace vers Mopti, un espace à 50 km en tout cas de la ville, s'installer, et mettre en place leur bunker? Qu'est-ce qui les empêche? Il y a l'argent. Donc moi je pense que franchement, une structure comme ça, l'installer dans une capitale, ça met les gens en insécurité. Surtout qu'il y a un précédent, parce que le siège a été soufflé à Mopti. Raison pour laquelle ils se sont déplacés. Mais sur eux-mêmes, qui sont censés nous sécuriser, ils fuient. Ils montrent aux gens qu'ils ne sont pas en sécurité. Donc, c'est eux-mêmes qui nous mettent en insécurité. Leur posture met les autres en insécurité. Parce qu'ils ont fui, c'est parce qu'ils ont été attaqués qu'ils ont fui Mopti. Oui. Vous qui êtes chargés de s'assurer la sécurité, si vous fuyez, les civils vont faire comment? Donc c'est leur posture qui n'est pas acceptable. Donc moi je pense que le Mali est très vaste, ils n'ont qu'à chercher une broussaille, en tout cas un grand espace quelque part, les implanter, les bunkeriser, avec les moyens d'opérationnalisation. Donc à tout moment, ils peuvent se déplacer pour aller faire les opérations et revenir. Donc moi je pense que ça c'est la meilleure solution que de venir mettre des populations de la capitale en insécurité. D'accord, Hassan de réagir. Sincèrement, psychologiquement, le fait de déplacer le siège du G5 Sahel de Mopti à Bamako nous a complètement tués psychologiquement. Parce que pour nous qui soutenons cette force-là, on avait cru qu'elle allait s'installer sur la ligne de front. Elle est venue pour défendre, elle est venue pour lutter contre le terrorisme, elle n'est qu'à s'installer dans le champ de l'action. Mais quand on l'amène à Bamako, psychologiquement, nous, ça nous démoralise. On se demande pourquoi ils viennent chercher refuge à Bamako. Ils n'ont qu'à rester à Mopti. Ils devaient rester à Mopti. Quelles que soient les circonstances, le G5 Sahel doit repartir à Mopti. D'accord. Oui. Je dis que la meilleure façon d'aider quelqu'un, c'est d'aider lui-même à se prendre en charge. On ne peut pas aider quelqu'un en prenant ses charges pour soi. Si on veut nous aider, depuis 2012, on aurait fini. On n'allait pas connaître cette crise-là. En Espagne, les Catalans ont déclaré leur indépendance. Le président qui a déclaré l'indépendance, il a fui pour aller en Belgique
Les Belges l'ont mis à la porte. Les rebelles qui nous ont amené toute cette situation, je n'ai pas dit de les livrer pour être tués, mais de les livrer pour être jugés. Parce que la rébellion, c'est un crime. Et en France et en Espagne, comme au Mali. Mais on pousse les Maliens à négocier avec les rebelles qui ont pris des armes pour tuer des Maliens. Des Maliens qui tuent des Maliens. Et vous pensez qu'on peut nous aider comme ça? D'accord. On est en notre 8e rébellion. Ouais. En 80, après la rébellion de 63, on avait pensé qu'on avait tourné la page. En 90, ça a éclaté. C'est quand ça a éclaté. Et il fallait d'abord rendre justice à ceux qui ont été victimes de la rébellion de 90, au lieu de réhabiliter les rebelles. Et aujourd'hui encore, on est en train d'aller vers la réhabilitation des rebelles. Tout le problème, c'est ça. D'accord. Voilà. Parlons maintenant d'économie. Un tour de table pour parler d'éco, la nouvelle monnaie de la zone CEDEAO attendue en 2020. Est-ce que cette monnaie éco est une bonne chose pour la zone CEDEAO, Hassan Kony? Et cette monnaie peut être une très bonne chose pour la CEDEAO si on se prépare, si on se donne les moyens, la capacité, les compétences de gérer une monnaie. Mais si on crée une monnaie pour le plaisir de créer une monnaie, on serait passé à côté. Dans le contexte actuel, il est clair, et l'une des explications des grosses difficultés dans lesquelles les différents États de l'Afrique de l'Ouest qui sont rattachés au franc CFA vivent, tout le monde le sait. Le franc CFA est une monnaie qui plombe en réalité le développement de nos États. Ça, c'est indiscutable. Maintenant, comment sortir du franc CFA? C'est là la grande question. Quelle stratégie mettre en place pour sortir du franc CFA? Probablement, la stratégie de la monnaie éco peut être une stratégie pour sortir du franc CFA, mais il faut qu'on s'organise suffisamment. Sinon, si on sort du franc CFA de façon catastrophique, j'ai peur des lendemains dangereux aussi. D'accord. Sortir du CFA pour la monnaie éco, est-ce que ça va changer quelque chose pour les Africains? Ça dépend, c'est long. Ça va changer quelque chose, soit en bien, soit en mal. Et d'après ce que je sais de la création de cette nouvelle monnaie appelée ECO, je trouve que c'est plus catastrophique que le CFA. C'est plus catastrophique que le CFA parce que j'ai compris que les discussions se mènent ailleurs. Ce n'est pas dans nos pays que le débat est mené. Je ne me souviens pas d'un débat économique organisé par rapport à un changement de monnaie dans un quelconque pays africain par les plus hautes autorités. Est-ce que l'avis des populations même a été demandé? C'est ce que je suis en train de vous dire. Donc, le débat se mène ailleurs. Et la France, sentant les pays africains l'échapper, a préparé cette histoire-là. Donc, en fait, le franc CFA ne va changer que de nom. Et comme ça va se passer dans un contexte de levée de boucliers des populations, on va dire que bon voilà, ce sont les populations elles-mêmes qui ont poussé les premiers responsables de leur pays à accepter cette monnaie qui va être pire que le CFA. Parce que pourquoi? D'abord, d'après ce que je sais, la même monnaie sera toujours fabriquée au même endroit, par la même imprimerie, et garantie par le même trésor français. Donc, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? C'est le nom. Et si on ne fait pas attention, même la parité de l'éco par rapport à l'euro va changer. Donc, en ce moment, qu'est-ce qu'on aura fait? On aura échangé le relativement bon, au moins bon. Donc, moi, je pense que c'est cette situation qui nous guette, mais les gens ne sont pas en train de voir venir la chose. Et maintenant, pour rejoindre un peu Diallo dans son analyse, vous savez, il n'y a pas de situation gratuite. La déstabilisation de l'ensemble des pays de la sous-région est économique. C'est pour vous dire, vous n'avez pas de sécurité chez vous. Vous êtes faible, vous n'êtes pas capable de garantir une monnaie. Ce n'est pas isolé. Ce n'est pas du tout isolé. Vous n'êtes pas capable d'assurer votre propre sécurité, donc vous n'êtes pas capable de garantir une monnaie. Donc la monnaie sera en France, fabriquée en France et garantie par le Trésor français. Parce qu'il n'y a aucun pays africain aujourd'hui qui vit une situation sécuritaire qui peut mettre
en tout cas une imprimerie d'argent en sécurité, qui peut mettre en sécurité un trésor collectif de plusieurs pays africains. D'accord. Est-ce que donc cette monnaie éco va changer quelque chose pour les citoyens? Bon, on suppose que ça peut changer, mais moi, partant de l'expérience du Mali, qui a quitté la zone franc à l'indépendance en 1963, pour revenir encore dans le CFA, ça veut dire que en termes d'économie, ça veut dire que les Africains ont très mal négocié leur sortie de la colonisation, surtout les pays francophones. Imaginez, prenez le CFA Mali, le CFA de l'Afrique de l'Ouest et le CFA de l'Afrique centrale. L'Afrique centrale, ce sont des pays pétroliers, des pays censés être très riches. Mais malheureusement, le franc CFA en Afrique centrale n'est convertible avec aucune monnaie, même avec le CFA de l'Afrique de l'Ouest. Quand on quitte Gabon, Cameroun et Congo avec le CFA de cette zone, quand on amène au Mali, 5 000 francs est échangé contre 4 000 francs. Et ça, c'est par arrangement. Comment ça peut s'expliquer? Une zone économiquement très riche, mais dont la monnaie, qui est censée être une monnaie forte, est une monnaie sans valeur. Donc ça veut dire que tout ça là, c'est fait sciemment, c'est fait exprès pour casser l'esprit même du progrès dans notre tête, rendre dans notre mentalité, c'est-à-dire faire de nous des mentales, c'est-à-dire des gens avec mentalité d'assister. Donc, moi, je vois, c'est-à-dire qu'ils sont en train nos intellectuels sont en train vraiment de beaucoup travailler là-dessus, et contrairement à ce qu'il s'est dit, non. Les décisions, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de débats autour de ce sujet. Seulement, les pays francophones ne sont pas, parce qu'ils ont peur. Quel président, quand on a commencé, Kény Séba, quand il est arrivé au Sénégal, Macky Sall l'a chassé. Il est parti en Côte d'Ivoire, on l'a chassé. Au Niger, il a été empêché de faire de mouvements. Donc, vous voyez, ces présidents-là, ils ont peur. Quand tu affiches même une petite sympathie, la France va te créer des problèmes et on va te chasser du pouvoir. Mais doivent-ils avoir peur? Ne représentent-ils pas des pays? N'ont-ils pas dit qu'ils peuvent faire face à la situation? Combien de Maliens sont prêts à aller au charbon pour soutenir le président Ibeka à faire face à la France? C'est la question qu'il faut se poser. D'accord. Et c'est dans ce contexte que le lancement officiel de la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine, a eu lieu cette semaine à l'occasion du 33e sommet de l'Union africaine à Niamey. Est-ce que cette ZLECAf également, zone de libre-échange, va aussi changer quelque chose en termes d'économie pour les pays qui ont accepté de le ratifier? Je ne pense pas. Parce que échanger, dans ce cas, toutes ces mesures qui sont prises, échanger, vous savez, échanger, c'est lorsque vous produisez, moi je produis, on échange. Mais moi je ne produis rien, vous ne produisez rien. On échange quoi? On va aller importer les marchandises européennes, les faire circuler en Afrique. Mais est-ce qu'on ne produit pas? On produit, je pense qu'on ne transforme pas. Est-ce que c'est... Mais, ça dit que le Mali produit du coton. Combien de pourcents du coton malien est transformé au Mali? Combien? Il y a à peu près 0,1 ou bien 1%. On parle de moins de 2%. Voilà, moins de 2%. Et c'est ça la production? Non. Ça ne fait pas avancer. Malilait, par exemple, qui appartenait au Mali, qui transformait pratiquement l'ensemble, qui collectait l'ensemble de la production de lait dans la zone de Bamako et périurbain. On a privatisé la Malilait. Aujourd'hui, Malilait vend le lait en poudre transformé. C'est ça la transformation? Ah non. Ça ne fait pas le développement. C'est-à-dire que c'est juste l'Europe, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'accepter cette zone parce qu'ils sont sûrs qu'en Afrique, il n'y a pas de grands secteurs de production qui peuvent les concurrencer. Donc, les marchandises vont quitter l'Europe, vont faire le tour de toute l'Afrique sans droit de douane. Et ça va asphyxier davantage l'économie africaine. Ça va encore ajouter à la pauvreté. D'accord. Écoutons l'avis du professeur Soumaré, qui est économiste, sur la question.
grande zone de libre-échange ne se fait pas uniquement au niveau des textes. Par exemple, c'est bien de supprimer les droits de douane entre différents pays, mais imaginez, comment pouvez-vous envoyer de la marchandise de Gao à Addis Abeba, par exemple? On n'a pas la logistique, on n'a pas les routes, on n'a pas les chemins de fer. Donc c'est très difficile. Secondo, dans la zone UMOA, on a l'OADA, c'est-à-dire l'OADA qui regroupe divers pays, que ce soit de la zone UMOA ou même d'Afrique centrale, des pays francophones, qui ont une uniformité de droit commercial, droit comptable, tout ça a été réuni dans l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Maintenant, on va se retrouver avec plus de 50 pays qui ont la majorité des droits différents. Rien n'a été prévu pour l'uniformisation de ces droits. À mon humble avis, on est en train de mettre la charrue avant les bœufs. La charrue avant les bœufs, Ibrahim Issé Coulibaly. Je suis parfaitement d'accord avec lui, parce que pour moi, avant de créer cette zone de libre-échange, il fallait d'abord créer les conditions d'industrialisation de l'ensemble de nos pays. Avoir des lois très rigoureuses en la matière, en tout cas pour qu'ils puissent avoir beaucoup d'industries dans nos différents pays, qu'on arrive à transformer nos propres produits et qu'on arrive à les échanger. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Avec la suppression des tarifs douaniers et ainsi de suite sur l'ensemble des pays, qu'est-ce qui va se faire? Quelqu'un, il a son usine en Chine, il produit, à partir du Mali, il ravitaille l'ensemble du continent sans payer aucun droit de douane. Qu'est-ce qu'il fait? Non seulement les pays, les droits de douane qui contribuent à renforcer l'économie des pays individuellement et dont le salaire de certains pays, en tout cas, sont axés à 50% sur ces recettes-là, on va les perdre. De deux, en faisant des industries, le gars qui a son usine en Chine, il ne paye pas de taxes au Mali. Il n'y a aucun ouvrier malien qui travaille dans son usine. Donc, un seul commerçant qui va se lever dans un accord avec lui, ils inondent nos marchés. Ils ne paient absolument rien. Au même moment, le même produit, on ne pourra plus faire d'industrie pour faire le même produit. Parce que l'industrie que toi, tu vas créer sur place pour faire le même produit, tu vas payer le terrain pour construire l'usine, importer l'équipement, payer le courant, payer le personnel. Et lui, il est basé de l'autre côté, il fabrique seulement, il envoie. Peut-être la seule chose qu'il va payer, c'est le droit d'entrer au Mali. Mais à partir du Mali, il ravitaille l'ensemble des autres pays sans rien payer. Donc moi, je trouve que franchement, dans l'esprit, c'est bon, mais le préalable n'a pas été fait avant d'aller à l'essentiel. Nous sommes allés directement à l'essentiel sans prendre les mesures de précaution. Donc maintenant, est-ce que, en tout cas, des relectures sont prévues, il y a des clauses qui sont prévues pour revoir certains dispositifs avec la mise en place? Bon, comme dans la vie aussi des organisations sous-régionales, il faut compter avec le temps. Ce n'est pas en une année, même 10 ans, qu'on peut voir exactement ce que ça rapporte ou ça ne rapporte pas. Donc peut-être qu'avec le temps, on verra bien, avec une nouvelle génération, comment changer ces choses-là. Sinon, moi, je trouve que dans un pays, dans un continent où on commence à instaurer des visas entre les pays voisins, où les personnes et les biens ne peuvent plus circuler librement, ça va être extrêmement compliqué. Quelle va être même la lecture et la compréhension, l'interprétation de ces documents par nos policiers dans les frontières, par nos douaniers dans les frontières, par nos gendarmes dans les frontières? Est-ce qu'ils sont suffisamment formés pour l'application de cette institution? Hassan Koné, qu'est-ce qui ne va pas avec les décisions prises par nos dirigeants? Non, et moi je ne suis pas totalement d'accord avec mes deux confrères et avec l'expert qui vient de parler. L'expert estime qu'on a mis les charrues avant les bœufs. Ça peut être vrai qu'on ait mis les charrues avant les bœufs, mais je pense qu'il faut quand même commencer quelque part. Et puis, avec ce nouveau dispositif, le problème c'est quoi? En réalité, nous avons des micro-États. Nous n'avons pas d'État. On a des micros... Bon, on n'a même pas d'État, mais c'est des micro-États, donc des micro-marchés. Mais en ouvrant le marché à l'échelle du continent, ça fait des milliards de consommateurs. Donc moi, je pense qu'on n'a pas à avoir peur. Un Malien peut-être installer une usine pour la consommation nationale. Les capitaux qu'on doit investir dans cette usine pour essayer de vendre sur le marché malien, tu n'as aucune capacité de rentabiliser. Mais si tu arrives à installer l'usine au Mali, tu produis des produits au Mali pour toute l'Afrique, tu vois ce que ça veut dire le marché qui s'offre à toi. Et même là, quand tu vas monter ton business plan, les financiers seront intéressés. Moi, je ne crois pas que le dispositif qui est mis en place
c'est fait pour que des commerçants africains aillent importer en Chine pour venir inonder tout le continent. Je pense que c'est fait plutôt pour qu'on crée des usines sur le continent pour pouvoir bénéficier du marché continental. Moi, c'est comme ça que je perçois la chose. Mais est-ce que ça sera le cas? Est-ce que, comme certains l'ont dit, Oui, des usines des Occidentaux ne vont pas venir inonder le marché? Non, les usines des Occidentaux vont venir, mais n'oubliez pas que... C'est-à-dire, bon, de la manière je comprends, ça, il y a eu le même exemple en Afrique de l'Ouest avec le TEC, le tarif extérieur commun. C'est quoi? On déplace seulement. On va déplacer les frontières et douaniers au niveau du continent. Au lieu de qu'il y ait des frontières entre nos différents États, maintenant, quand un Européen rentre, il paiera les droits de douane par la porte d'entrée du continent où il rentre. Mais maintenant, entre les pays africains, les produits vont circuler librement, mais les produits qui vont circuler librement entre les pays africains, c'est les produits qui sont produits dans les pays africains. Est-ce que ça va permettre de lutter contre la corruption Oui, là c'est un autre débat. Lutter contre la corruption, c'est un autre débat. Il y a du boulot à faire. Par exemple, tu sais, c'est compliqué pour ce continent aujourd'hui. Je reviens seulement à l'exemple du Mali. Moi, je ne crois pas qu'on peut préparer des citoyens aptes à s'engager dans la construction d'un pays à travers la privatisation de l'éducation. Pour moi, l'école publique devait rester le creuset de la formation des citoyens. C'est depuis que nos pays sont sortis de ces dispositifs-là qu'on a commencé à avoir tous ces problèmes-là dans nos différents États. D'accord, donc, il nous reste la corruption, c'est un autre débat. 5 minutes. On va aborder le procès entre l'honorable Karim Keïta et les 2 journalistes de Radio Futur Média et du Sphinx. Ici, que pensez-vous de ce procès? Ce procès, moi je pense que nous sommes dans un contexte sociopolitique au Mali où il faut éviter de jeter de l'huile sur le feu. Moi je pense qu'une affaire en justice, ce serait d'insulter l'intelligence des juges, l'indépendance des juges, même leur dignité, en voulant les influencer, en tout cas par une quelconque masse de soutien de quoi. Non, moi je pense que sortons de cet esprit-là. L'affaire est devant les juges, laissons les juges faire leur travail. Si pour tous les procès, chaque Malien devrait amener des gens devant les tribunaux pour faire le siège, on va où? Moi, je pense franchement, continuer à faire confiance à notre justice. Ils ont entre leurs mains un dossier. C'est à eux de rendre blanc ou noir les intéressés. Moi, je pense que les actions de provocation, les actions de tapage, les actions d'intimidation, il faut sortir de là. Dans ce dossier, nous, les journalistes, nous sommes les plus concernés. Par confraternité, nous soutenons nos collègues et nos confrères. Mais dans l'esprit de la justice. Dans l'esprit de la justice. Donc nous voudrons que justice soit faite. Dans le principe, nous sommes contre personne, mais nous nous érigeons contre un fait jusqu'à ce que la justice tranche définitivement. D'accord. Donc les autres aspects, moi je trouve que c'est du superflu, c'est du superfétatoire qui ne contribue qu'à à enflammer la situation sociale. Sortons de ça. Ceux qui se mobilisent ont-ils peur que justice ne soit pas faite? Diallo. Bon, moi je pense que ça, ce n'est pas bon. C'est-à-dire que comme il l'a dit, ça dit que si on fait confiance, l'affaire a été transportée devant la justice, alors on laisse la justice faire son travail. Nous sommes des journalistes. Souvent, nous journalistes, nous sortons de nos rôles de journalistes en prenant parti. Or, un journaliste est censé être neutre, équidistant de toutes les parties. Et surtout que c'est la vie d'un individu qui est en jeu et encore de surcroît un journaliste qui est en jeu. Alors, ça dit que cette affaire ne devait même pas bénéficier de toutes les publicités qu'on a fait. D'accord. Voilà. Hassan connaît votre point de vue sur ce procès? Bon, moi je pense que ce procès, le procès qui est en cours actuellement, et on aurait pu faire l'économie de ce procès parce que déjà je pense que l'affaire est pendante devant la justice au niveau de la commune 4. Voilà, même si le procès a démarré, même s'il y a eu des débats sur une radio par rapport à ce procès, je pense que les citoyens
le citoyen qui a estimé qu'il a été faussement attaqué sur une radio aurait dû faire l'économie de ce procès-là et attendre d'abord que le dossier qui est au niveau du tribunal de la commune 4 évolue. D'accord. Merci à nos trois invités, Amadou Diallo, journaliste indépendant, Hassan Koné de notrenation.com et Ibrahim Koulibaly d'IC de Nouvelle Tribune. À la mise en onde et la régie vidéo de ce débat, il y avait Mamadi Keïta et Salim Diouara. Je suis Mohamedou Touré. À vendredi prochain pour un prochain forum de la presse de Studio Tamani. Merci à tous. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.